Or, il arrive que l'apparition d'un souvenir bien connu pourtant surgit sous la pression de la main, stupéfie le malade parce que celui-ci en avait oublié la connexion avec la représentation ayant servi de point de départ. La suite de l'analyse doit mettre ce lien en lumière. Tous les résultats de ce procédé donnent l'impression trompeuse qu'il existe en dehors du conscient des sujets une intelligence supérieure qui détient et groupe dans un but déterminé d'importants matériaux psychiques. Elle semble avoir trouvé pour le retour dans le conscient de ceux-ci un ingénieux arrangement, mais je suppose que cette seconde intelligence inconsciente n'est qu'apparente. Dans toute analyse compliquée, nous employons couramment, sinon toujours, ce même procédé. Il permet de trouver, à partir de l'endroit où s'interrompent les retours en arrière de la patiente, la voie qu'il faut suivre à travers les souvenirs conservés, ou encore il met en valeur certaines connexions tombées dans l'oubli, évoque et réinsère des réminiscences depuis longtemps, retirées des associations, tout en constituant vraiment des souvenirs que l'on reconnaît. Enfin, et c'est là le point le plus important, il permet l'émergence de pensées que le malade refuse toujours de reconnaître comme siennes, dont il ne se souvient pas du tout, bien qu'il admette qu'elles appartiennent sans conteste aux associations et qu'il se convainque que ce sont justement ces idées-là qui amènent la fin de l'analyse et la cessation des symptômes. Je vais essayer d'exposer en les serriant quelques exemples des excellents résultats fournis par ce procédé technique. Je soignais une jeune fille affectée depuis 6 ans d'une toux nerveuse insupportable qui évidemment trouvait un aliment dans chaque cathare banal mais devait avoir une forte motivation psychique. Toutes les thérapeutiques s'étaient montrées inefficaces. Je cherchais donc à me servir de l'analyse psychique pour supprimer ce symptôme. La jeune personne ne sait qu'une chose, c'est que cette toux nerveuse a débuté à l'époque où, âgée alors de 14 ans, elle se trouvait en pension chez une de ses tantes. Elle ne veut pas entendre parler d'éventuelles émotions alors éprouvées et ne croit pas à une motivation de son mal. Sous la pression de ma main, elle pense tout d'abord à un grand chien, puis reconnaît cette image mnémonique. Il s'agit de l'un des chiens de sa tante qui s'était attaché à elle, la suivait partout et ainsi de suite. Ah oui, maintenant elle se le rappelle sans que j'aie à intervenir. Ce chien mourut, les enfants l'enterrèrent en grande pompe, et c'est en revenant de cet enterrement qu'elle a eu sa première quinte. J'en demande la raison, mais suis obligé de renouveler ma pression. Une pensée surgit alors. Me voilà toute seule au monde. Maintenant, personne ici ne m'aime. Cet animal était mon seul ami et je l'ai perdu. Elle poursuit son récit. Ma toux cessa quand je quittais ma tante, mais pour réapparaître 18 mois plus tard. Pour quel motif? Je n'en sais rien. J'exerce à nouveau ma pression. Elle se rappelle qu'en apprenant la mort de son oncle, la toux l'a repris et que les mêmes pensées lui étaient venues. L'oncle en question était soi-disant le seul qui, dans cette famille, eût eu un sentiment pour elle, l'eût aimé. Telle était donc la représentation pathogène. On ne l'aimait pas, on lui préférait n'importe qui, elle ne méritait d'ailleurs pas d'être aimée. Toutefois, quelque chose d'autre devait encore se rattacher à cette conception de l'amour, quelque chose qu'une forte résistance l'empêchait de révéler. L'analyse fut interrompue avant que cette question pût être résolue. Il y a quelque temps, je fus appelé à débarrasser de ces accès d'angoisse une dame âgée, dont le caractère semblait mal se prêter à cette sorte d'action. À partir de sa ménopause, cette dame était devenue d'une extrême piété, me recevait chaque fois en tenant caché dans sa main un petit crucifix en ivoire, comme si j'étais Satan. Ces accès d'angoisse, de teinte hystérique, remontaient à ses premières années de jeunesse et avaient soi-disant été provoqués par l'emploi d'une préparation iodée ordonnée à la jeune fille pour combattre un gonflement de la thyroïde. Je rejetais cela va de soi cette explication et cherchais à lui en substituer une autre qui concorderait mieux avec mes vues sur l'étiologie des symptômes névrotiques. Je commençai par l'interroger sur les impressions de jeunesse susceptibles d'avoir quelque rapport avec ces accès d'angoisse. Sous la pression de ma main surgit alors le souvenir de la lecture d'un livre dit édifiant où il était fait mention, avec assez de pieuses restrictions, au phénomène sexuel. Le passage en question avait fait sur la fillette l'impression inverse de celle qu'espérait susciter l'auteur. Elle fondit en larmes et rejeta le livre. Cet incident avait précédé le premier accès d'angoisse. Une deuxième pression sur le front de la malade évoqua une autre réminiscence, le souvenir d'un précepteur de ses frères qui lui témoignait beaucoup de respect et pour lequel elle éprouvait un tendre sentiment. Ce souvenir atteignait son point culminant dans le rappel d'une soirée à la maison paternelle où nous, assis autour d'une table en compagnie de ce jeune homme, avions pris part avec grand agrément à une conversation animée.
Dans la nuit qui suivit, le malade fut réveillé par son premier accès d'angoisse, probablement dû plus à une révolte contre quelque excitation sensuelle qu'au traitement iodé appliqué à cette même époque. Par quel autre procédé suis-je parvenu à déceler chez cette malade récalcitrante, dressée contre moi et contre tout remède temporel, non religieux, un semblable enchaînement de faits. Une autre fois, c'est à une jeune femme heureuse en ménage que j'eus affaire. Dès ses premières années de jeunesse et pendant une certaine période de temps, on la trouvait tous les matins en proie à un état de torpeur, avec les membres rigides, la bouche ouverte, la langue pendante. Des phénomènes analogues, bien que moins marqués, se reproduisaient maintenant au réveil. Il fut impossible de la plonger dans un état hypnotique profond. Je commençai donc mes investigations en provoquant un état de concentration et lui affirmai que dès la première pression, elle verrait quelque chose datant de son enfance et qui serait en rapport direct avec les motifs de son état. Elle se prêta avec tranquillité et de bonne grâce à mon procédé, revit la maison où s'étaient écoulées ses années de jeunesse, sa chambre, la position de son lit, sa grand-mère qui habitait alors avec eux, et l'une de ses gouvernantes qu'elle avait beaucoup aimée. Plusieurs petites scènes, toutes vraiment insignifiantes, survenues dans cette maison et entre ces personnages se succédèrent. Pour conclure, la malade me conta le départ de sa gouvernante qui les quittait pour se marier. Je ne savais vraiment comment interpréter ces réminiscences et n'arrivais à établir aucun lien entre elles et l'étiologie des accès. Cependant, certaines circonstances permettaient de retrouver le moment où ces derniers s'étaient produits pour la première fois. Avant même que je puisse poursuivre cette analyse, une occasion me fut offerte de parler à l'un de mes collègues qui avait autrefois été le médecin attitré de la famille. Il me donna les renseignements suivants. À l'époque où il soignait pour ses premiers accès cette adolescente physiquement bien développée, il fut frappé de la façon excessivement tendre dont elle et la gouvernante se traitaient. Ayant conçu certains soupçons, il avertit la grand-mère et l'invita à surveiller ses relations. Peu de temps après, la vieille dame lui apprit que la gouvernante avait l'habitude de faire des visites nocturnes à l'enfant dans son lit et que c'était après de semblables nuits que l'on découvrait celle-ci en proie à son accès. Sans hésiter, ils décidèrent alors, en évitant tout scandale, d'éloigner cette dépravatrice de la jeunesse. On fit croire aux enfants et à leur mère également que la gouvernante quittait la maison pour se marier. Le traitement couronné de succès qui suivit consista simplement à révéler à la jeune femme l'explication qui m'avait été donnée. Il arrive parfois que les renseignements obtenus par le procédé de la pression se produisent sous une forme très curieuse et qui font apparaître plus séduisante encore l'hypothèse d'une intelligence inconsciente. Je me souviens ainsi d'une dame souffrant depuis de nombreuses années d'idées obsédantes et de phobies qui, tout en rapportant l'apparition de ces troubles à ses années d'enfance, en ignorait absolument la cause. Sincère et intelligente, elle ne m'opposait qu'une résistance consciente à peine perceptible. J'ajouterai ici que le mécanisme des idées obsédantes a avec celui du symptôme hystérique une parenté interne très étroite et que la technique de l'analyse doit être la même dans les deux cas. Quand je demandai à cette dame-ci, sous la pression de ma main, elle avait vu quelque chose, elle me répondit « Rien du tout, mais tout à coup j'ai pensé à un mot. » « À un seul mot, oui, mais ça me semble trop bête, dites-le quand même. » « Eh bien, concierge, rien d'autre, non. » J'exerce une deuxième pression et un autre mot lui traverse l'esprit « chemise ». Je remarque alors qu'il y a ici une nouvelle façon de répondre. Et, en répétant la pression, je provoque l'énonciation d'une série de mots en apparence dénués de sens. Concierge, chemise, lit, ville, charrette. Que signifie tout cela? Elle réfléchit un moment, puis une idée lui vient à l'esprit. Il ne peut s'agir que d'une histoire dont je me souviens maintenant. J'avais 10 ans, et celle de mes sœurs, dont l'âge se rapprochait le plus du mien, elle avait 12 ans, eut une nuit un accès de délire. On fut obligé de la ligoter et de la transporter sur une charrette à la ville. Je sais avec certitude que c'est le concierge qui la maîtrisa et qui la conduisit ensuite à la maison de santé. Nous persévérons dans notre méthode de recherche et notre oracle nous fait entendre d'autres paroles que nous ne pûmes tout interpréter, mais qui permirent de poursuivre cette histoire et de lui en rattacher une autre. Bientôt aussi nous arrivâmes à saisir la signification de ces réminiscences. Si la maladie de sa sœur l'avait aussi vivement frappée, c'est qu'elle partageait un secret. Couchant dans la même chambre, elles avaient toutes deux été une certaine nuit victimes d'une tentative de viol commise par le même homme. La mention de ce traumatisme sexuel subi dans la première jeunesse permit de découvrir non seulement l'origine des premières idées obsédantes, mais aussi le traumatisme pathogène qui avait ultérieurement agi.
L'originalité de ce cas ne tient qu'à l'apparition de mots importants isolés dont nous devions ensuite faire des phrases, car le manque apparent de rapport et de lien affecte toutes les idées, toutes les scènes généralement évoquées par la pression, de la même façon qu'il affectait les mots lancés comme des oracles. Par la suite, on est toujours en mesure d'établir que les réminiscences en apparence décousues se trouvent étroitement liées par des connexions d'idées et qu'elles mènent tout à fait directement aux facteurs pathogènes recherchés. Je pense volontiers à un cas d'analyse où ma confiance dans les résultats de la pression fut mise à une rude épreuve pour se trouver par la suite brillamment justifiée. Une jeune femme, fort intelligente et semblant très heureuse, était venue me consulter au sujet d'une douleur persistante au bas-ventre qu'aucun traitement n'était capable de guérir. Je reconnus que cette douleur siégeait dans les parois intestinales, qu'elle était attribuable à des callosités musculaires palpables, et j'ordonnai un traitement local. Au bout de quelque temps, je revis la malade. Ma douleur d'alors, me dit-elle, a disparu après le traitement que vous m'aviez prescrit, mais maintenant elle s'est transformée en douleur nerveuse. Je m'en rends bien compte parce qu'elle ne survient plus comme jadis lorsque je fais certains mouvements, mais à des moments fixes, par exemple le matin, au réveil, et quand j'ai certaines contrariétés bien déterminées. Le diagnostic posé par cette dame était parfaitement exact. Il s'agissait maintenant de découvrir la cause de cette douleur et la patiente ne pouvait, sans y avoir été incitée, mettre d'aucun secours. Il fallait recourir à la suggestion. Quand je l'interrogeai sur ce qu'elle pensait ou voyait dans un état de concentration et sous la pression de ma main, elle choisit les images et entreprit de me raconter ses visions. Elle voyait comme une sorte de soleil avec des rayons, ce que naturellement je pris pour une phosphène provoquée par cette pression sur les globes oculaires. Je m'attendais à l'émission de paroles utilisables, mais elle poursuivit, déclarant voir des étoiles brillant d'une étrange lumière bleuâtre semblable à celle de la lune, et ainsi de suite. Des points scintillants, brillants, étincelants devant les yeux, pensai-je. J'étais tout prêt à considérer cette tentative comme un échec, et je songeais déjà à la façon dont je pourrais habilement me tirer d'affaire lorsqu'une des visions qu'elle décrivait retint mon attention. Une grande croix noire qu'elle voyait penchée et bordée de ces mêmes lueurs lunaires qui avaient éclairé toutes les images qu'elle venait de voir. Sur les poutres croisées, une petite flamme vacillait. Il ne s'agissait évidemment plus là de phosphène. J'écoutais. Une foule d'images se présentait dans la même clarté, des signes bizarres rappelant à peu près des caractères sanscrits, des figures géométriques, par exemple des triangles, et parmi eux, un plus grand, puis à nouveau la croix. Cette fois, je pense à quelques significations allégoriques et demande ce que signifie cette croix. Probablement la douleur, me répond-elle. Je réponds que c'est plutôt à un fardeau moral qu'on donne le nom de croix. Que se dissimule-t-il derrière cette douleur? Elle ignore et se replonge dans ses visions. Un soleil avec des rayons dorés qu'elle sait interpréter. C'est Dieu, la force primitive. Ensuite, un lézard gigantesque qui la regarde d'un air interrogateur, mais non effrayant. Ensuite, un tas de serpents, puis à nouveau un soleil, mais cette fois avec des doux rayons argentés. Et devant, entre cette source de lumière et sa propre personne, une grille qui dissimule le point central de l'astre. Je sais depuis longtemps que j'ai affaire à des allégories et j'interroge immédiatement la patiente sur la signification de la dernière image. Elle répond sans avoir pris la peine de réfléchir. Le soleil, c'est la perfection, l'idéal. La grille représente mes faiblesses, mes erreurs qui me barrent le chemin de l'idéal. Vous reprocheriez-vous quelque chose? Seriez-vous mécontente de vous-même? Bien sûr, et depuis quand? Depuis que je fais partie de la société de théosophie et que je lis ses publications. Et qu'est-ce qui vous a fait en dernier lieu la plus grande impression? Une traduction du sanskrit qui paraît actuellement en fascicule. Une minute plus tard, elle m'initie à ses conflits moraux, aux reproches qu'elle s'adresse, et elle me raconte un petit incident ayant suscité chez elle des remords, et à l'occasion duquel la douleur organique antérieure résulta d'abord d'une conversion d'émoi. Les visions que j'avais prises pour des phosphènes étaient des symboles d'association d'idées relatives à l'occultisme, peut-être même des symboles empruntés à des couvertures de livres traitant de ce sujet. Ayant ainsi fait un grand éloge des résultats de mon procédé auxiliaire de pression, tout en négligeant beaucoup les questions de défense ou de résistance, j'ai dû donner au lecteur l'impression que l'on pouvait arriver, par le moyen de ce petit artifice, à surmonter les obstacles psychiques, s'opposant au traitement cathartique. Mais croire cela serait se tromper lourdement. Il n'existe pas que je sache de profit semblable en thérapeutique. Ici comme ailleurs, de grands avantages ne sauraient s'obtenir qu'au prix de grands efforts. Le procédé par pression n'est qu'un artifice comme un autre.
Grâce à lui, le moi qui aspire à se défendre est attaqué à l'improviste. Dans tous les cas plus sérieux, le moi refuse de renoncer à ses desseins et poursuit sa résistance. Envisageons toutes les formes que revêt cette résistance. Disons d'abord que la tentative par pression échoue généralement la première ou la seconde fois, et le malade, très déçu, dit alors « Je m'attendais à avoir une idée, mais je n'ai pensé qu'à mon état d'attente anxieuse et rien ne m'est venu à l'esprit. » Il ne faut pas ranger parmi les obstacles cette prise de position du patient. On lui répond « C'est que justement vous avez été trop curieux, ça marchera mieux la deuxième fois. » Et en effet, cette deuxième tentative donne de meilleurs résultats. Chose surprenante, il arrive très souvent que les malades, même les plus dociles et les plus intelligents, oublient la promesse qu'ils avaient faite auparavant. Ils s'étaient engagés à révéler tout ce qui leur traverserait l'esprit au moment où j'appuierais sur le front. Même si l'idée qu'ils suggéraient leur paraissait dénuée d'importance ou désagréable à dire, ils ne choisiraient pas, ne mettraient en jeu ni esprit critique ni affectivité. Malgré cela, ils ne tiennent pas leurs promesses, ce qui est évidemment au-dessus de leurs forces. Infailliblement, le travail s'arrête et les malades prétendent toujours n'avoir cette fois-là pensé à rien. Il convient de ne pas ajouter créance à leur affirmation, et il faut admettre et dire qu'ils répriment quelque chose qu'ils considèrent comme inutile de mentionner ou pénible à avouer. On insiste et renouvelle la pression en continuant d'affirmer l'infaillibilité du procédé jusqu'au moment où les patients parlent vraiment. Ils déclarent alors « J'aurais bien pu vous dire ça tout de suite. » Pourquoi alors ne l'avez-vous pas dit? Parce que je n'aurais jamais cru que c'était ça. Ce n'est qu'en y repensant que je me suis décidé à le dire. Ou encore, j'espérais que ce ne serait pas ça et pensais pouvoir ne pas le dire. C'est seulement en voyant que je n'arrivais pas à le chasser que j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Le malade révèle ainsi une résistance qu'au début, il avait voulu nier. De toute évidence, il ne pouvait faire autre chose que résister.